Unofi le club, épisode 2. Je suis heureux de retrouver Benoît Renaud, le président d'Unofi. Bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Deuxième épisode, on va peut-être rappeler, parce que le rendez-vous n'est pas encore complètement installé, la philosophie de ce club. Alors, le but du club Unofi est de faire témoigner des gens qui sont des utilisateurs, donc le club des utilisateurs d'Unofi, à travers leur quotidien auprès des clients du notariat. Alors, on s'en souvient, évoqué avec le jeune notariat les successions internationales lors du premier épisode. Je vous laisse révéler ce deuxième sujet intéressant. Effectivement, le premier thème était les difficultés à organiser une succession ou à régler une succession. Eh bien, le deuxième thème va être sur la transmission, mais la transmission d'entreprise. Pourquoi ce thème ? Pourquoi Unofi s'intéresse à ce thème ? Alors d'abord parce que nous avons un département entreprise qui fonctionne très bien et qui assiste les notaires et leurs clients dans le cadre de la transmission d'entreprise, que ce soit des transmissions à titre gratuit ou des cessions, mais aussi parce que c'est quelque chose qui doit s'anticiper. Or, le notaire est le partenaire juridique des chefs d'entreprise tout au long de la durée de l'entreprise. Contrairement à d'autres professionnels qui interviennent plus ponctuellement, le notaire, il trace la ligne, il accompagne le chef d'entreprise, donc il est là pour anticiper quelques années auparavant, parce que ça s'anticipe quelques années auparavant, la transmission d'entreprise. Alors ça tombe bien parce qu'un notaire, Maître Huberland, va nous accompagner pour les deux prochaines parties de cette émission. Une première partie où on aura le plaisir d'accueillir Géraldine Pommery, qui est la directrice du service entreprise, et qui va nous expliquer la cession intrafamiliale. Oui, alors en fait, il y a deux grandes possibilités. Soit le chef d'entreprise a en son sein, dans la famille, quelqu'un qui est en charge de l'entreprise ou qui est capable de reprendre cette entreprise, et auquel cas il faut préparer cette transmission à l'intérieur de la famille pour éviter de la déstabiliser, et à l'intérieur de l'entreprise. Il peut y avoir une chose un peu intermédiaire, c'est-à-dire avec éventuellement des membres de la famille et des salariés. Et puis il y a la troisième solution qui est un transfert de l'entreprise de façon externe au profit de repreneurs. Une session à un tiers, et ce sera la deuxième séquence de ce club avec Christophe Hélès, directeur général adjoint en charge du développement, et toujours Maître Huberland. Merci Benoît. Globalement, un mot de conclusion avant de rentrer dans le vif du sujet. Écoutez, je suis ravi de la manière dont le club a été accueilli la première fois. Nous avons eu beaucoup de vues sur Internet. J'engage tous les spectateurs à continuer à aller voir cette vue du mouvement Jeune Notariat qui avait fait un très gros travail sur l'anticipation successorale. J'espère que le deuxième club plaira autant, et surtout que c'est un rendez-vous qui va s'inscrire parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir partager les expériences, que chacun puisse venir témoigner et apporter en fait un petit peu d'eau au moulin du praticien qui est dans son étude et qui se dit « Tiens, j'ai déjà eu ce type de sujet, ça peut m'intéresser ». Ensuite, il y aura les 16 directions régionales d'Unofi qui seront là pour l'accompagner, mais vous vous doutiez bien que j'allais terminer par un petit peu de corporate. Merci Benoît pour ces mots d'introduction. Allez, le club, ça commence tout de suite sur la session et transmission d'entreprise. Alors, première partie d'Unofi le club consacrée à la session et transmission d'entreprise, la transmission intrafamiliale, c'est un cas assez fréquent. On a le plaisir d'accueillir Géraldine Pommery, la spécialiste des questions entreprises chez Unofi. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Et à vos côtés, Maître Huberland. Bonjour Maître. Bonjour. Et vous allez aussi nous expliquer au travers de votre expérience ce que vous voyez au sein de votre étude. Par quoi il faut commencer ? Je suis chef d'entreprise, j'ai envie d'organiser la transmission de mon entreprise à un membre, plusieurs de ma famille. Par quel bout on l'attrape, Géraldine ? Alors la première chose, c'est d'aller voir son notaire. On en a un ici. On en a un ici, Super. Absolument. La deuxième chose, c'est de définir avec précision quels sont ses souhaits, comment on voit sa famille intervenir au sein de l'entreprise, comment on voit la pérennité de l'entreprise et qui sera à même de reprendre les rênes après soi. Ça, c'est un exercice qui doit être rationnel, affectif, il n'y a pas de règles ? Alors, c'est souvent un exercice affectif, mais ça devrait être un exercice rationnel. Bon, imaginons qu'on ait trouvé le ou la repreneuse de son entreprise. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et notamment dans le cas où c'est une fratrie. Alors, le cas le plus classique, parmi la fratrie, un seul a le souhait, voire la capacité de reprendre.
Donc la difficulté, dans le cas de PME, où une PME va représenter une part très importante du patrimoine du chef d'entreprise, ce sera de définir ce qu'il sera alloti, ce qu'il sera donné aux autres. On regarde le reste du patrimoine, et soit on trouve d'autres biens dans le patrimoine pour donner aux non-repreneurs, soit on donne la même chose à chacun des enfants et le repreneur rachètera à ses frères et sœurs. Mais il est possible que chacun ne reçoive pas des parts égales? Oui, c'est possible à partir du moment où tout le monde est d'accord. Maître, en général, tout le monde est d'accord? Comment ça se passe dans vos études? Les clients ne sont pas forcément d'accord. Ça va être à nous de partir de la démarche du dirigeant, de ses volontés pour faire accepter quelque chose qui soit relativement pragmatique, équilibré, qui dépendra de la situation de famille. C'est ce que disait Géraldine Pommery tout à l'heure. Donc, ce que vous dites, c'est que le dirigeant doit être un chef d'entreprise, mais aussi un chef de famille. C'est lui qui doit mettre tout le monde d'accord. Il a un rôle clé. Le dirigeant, c'est d'abord effectivement un chef de famille, et on va parler d'un actif, on en évoquera sûrement le contenu tout à l'heure, d'un actif qui est vivant, une entreprise. En anticipant, on va chercher à maintenir la vie, à faire prospérer cette entreprise. Donc effectivement, l'élément est essentiel. Ça se prépare combien de temps à l'avance, une transmission? Est-ce que vous avez une règle? Il n'y a pas de règle, mais avoir 1 an d'avance, c'est bien. Pas plus. Ça va dépendre des cas de figure. Ça va dépendre des cas de figure. Effectivement, un enfant va être prêt ou pas prêt, être sur le point de terminer des études, déjà être intégré en partie à l'entreprise, mais il va falloir attendre effectivement qu'il soit disponible. D'autres qui vont passer d'une activité pour rejoindre l'entreprise ou au contraire passer à autre chose. C'est vraiment une question de cas par cas. Bon, et après, si on rentre un peu dans la technique juridique, les outils à disposition, à quoi faut-il penser? Alors, on va déjà penser, dans un cadre familial, à la donation, et donc la donation-partage, qui permet de transmettre des biens à ses enfants et d'opérer un partage en même temps. Ça, c'est l'aspect civil. D'un point de vue fiscal, en ce qui concerne une entreprise, la donation d'une entreprise, on pensera au dispositif Dutreil, qui permet un abattement de 75% d'une base taxable sous pas mal de conditions, mais notamment de conserver les titres donnés. Ça, faut peut-être s'arrêter un instant avec un exemple précis, Maître. Effectivement. Parce que pour qu'on mesure en effet l'impact fiscal qui est loin d'être neutre avec le pacte Dutreil. Si on imagine une entreprise lambda qui aurait une valeur de 2 millions d'euros, le dispositif de cession sans pacte Dutreil aboutira à une fiscalité qui va être de l'ordre de 21,3%. Très très important, alors que si on a pris au préalable les engagements résultant de la loi Dutreil, on aboutira à un impact fiscal qui ne sera que de 1,4%. Je pense que l'exemple est particulièrement parlant. Il n'y a pas photo, comme on dit, de façon un peu triviale. 400 000 euros ou 4 000 euros, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et donc ça, on peut le faire jusqu'au dernier moment, la veille de la session par exemple, ou ça s'anticipe aussi? Alors, ça s'anticipe parce que, évidemment, on doit pouvoir placer le processus de cession qui est déjà assez contraignant, où on est dans un dispositif de négociation, avec une donation qui doit rester antérieure à la cession. Si elle est postérieure, on va donner un prix de cession. On ne donne pas les titres et fiscalement, ça ne sera pas la même chose. Si on fait forcément une donation aussi, ou sinon on rentre dans des cessions avec des plus-values fortes, c'est ça? On peut effectivement, tout part du besoin de l'entrepreneur. Il est parti de rien, il a créé une entreprise qui est son bébé, il a aussi une situation à gérer pour l'après et effectivement souhaiter retrouver une contre-valeur économique. Donc on ne peut pas lui dire, monsieur, vous allez céder vos enfants et il ne se passera rien, vous repartirez les mains dans les poches. Donc en fonction de ses besoins, on va effectivement segmenter la partie du prix qui fera l'objet d'une cession, tenir compte de l'impératif, enfin des frottements fiscaux et du coût fiscal de la transmission pour réaliser la part qui sera réellement dans sa poche disponible et pour le reste celle qu'il va transmettre. Oui, parce que ça c'est un point important. On s'intéresse, on a parlé des enfants, mais il y a aussi le créateur d'entreprise qui doit aussi assurer ses vieux jours. Comment est-ce qu'en effet on procède là, de façon générale? C'est vraiment l'examen de sa situation qui va être déterminante. Un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup cotisé aux retraites. C'est un sujet. Son patrimoine est souvent dans son entreprise. Effectivement, essentiellement. Donc on va, comme on le ferait pour n'importe qui, établir le montant de ses besoins pour l'après, en fonction de ce qu'il a envisagé de faire, et de là déterminer ce que le placement de ses capitaux va lui permettre de générer et la manière dont
quand il va pouvoir se rétablir. Bon, comment ça se passe quand ça se passe mal entre frères et sœurs? Quand ça se passe mal entre frères et sœurs. Sujet compliqué. C'est le rôle du notaire que d'arriver à pacifier les choses, à faire entendre à ceux qui ne seraient pas choisis par le créateur pour être repreneurs ils ne seront pas dans l'opération de reprise, mais que la contrepartie qu'ils vont obtenir sera de nature équivalente. Alors soit de manière immédiate, par un paiement comptant, soit de manière étalée, puisque pour racheter une entreprise, il faut soit des capitaux obtenus auprès d'un financier, soit du bénéfice généré par ceux de cette entreprise, et qui, mon Dieu, il ne suffit pas de le déclarer, va venir plus ou moins rapidement, et à un niveau qui sera plus ou moins certain ou pas. Donc il faut être prudent là-dessus, et pouvoir proposer un plan de règlement du prix qui soit adapté à l'entreprise. Bon, en conclusion, s'il fallait retenir une chose ou un conseil, quel serait-il pour vous, Géraldine? Donc de s'y prendre à l'avance pour pouvoir déterminer à la fois les objectifs et ce qu'il est possible de réaliser. On peut transmettre une entreprise partie à titre gratuit, c'est-à-dire par une donation, et partie à titre onéreux, c'est-à-dire par une cession pour dégager un capital aux dirigeants partant à la retraite. Qu'il va falloir concilier justement les besoins du dirigeant, comme le disait Maître Ruberland tout à l'heure, mais la capacité de l'entreprise à générer un résultat pour pouvoir financer cette cession, tout en gardant une marge de manœuvre, parce que on peut déclarer un bénéfice, comme vous le dites, mais encore faut-il le dégager réellement. Maître, un conseil. On peut aussi, pour élargir le propos, donner une partie de son entreprise ou toute son entreprise à des salariés, qui, dans le cas d'un créateur qui n'aurait pas d'héritier. Effectivement, on peut ne pas avoir de descendance ou de descendance en situation de reprendre une entreprise. On peut avoir choisi des collaborateurs ou des cadres qui soient de qualité, qui ont envie, non pas de céder parce qu'ils n'en auraient pas forcément les moyens, mais d'être bénéficiaire. Dans ce cas-là, il faut que on ait pris des précautions qui vont bien de tout ou partie de son entreprise. Alors évidemment, l'hypothèse d'un dirigeant qui n'aura absolument pas d'enfant lui permettrait de transmettre uniquement à des cadres, parce qu'effectivement la notion de réserve ne viendra pas l'en empêcher, mais on pourrait imaginer quelque chose qui soit pour partie destiné à cet entrepreneur. On voit la richesse des combinaisons possibles. Merci à tous les deux pour cette première partie sur les transmissions intrafamiliales élargie aux membres de la famille, que sont parfois les salariés ou les collaborateurs. Et puis, on va rester avec nous, Maître. On va s'attaquer maintenant aux sessions au tiers. Merci Géraldine, à bientôt. À bientôt. Seconde partie du No-Fil Club, on va s'intéresser cette fois-ci à la cession d'entreprise à des tiers. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Christophe Hellès, directeur général adjoint en charge du développement du No-Fil. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. Et bienvenue. Bonjour. On a regardé avec nous Maître Ruberland. Bonjour, rebonjour. Alors, cette cession à des tiers, en fait, est-ce qu'elle est assez répandue ? Non, ça n'est pas la majorité des cas que nous rencontrons. Effectivement, elle se rencontre lorsqu'on n'a pas de candidat familial qui soit potentiellement repreneur, ou lorsqu'on n'a pas de descendance à proprement parler. Donc on va dans ce cas-là se trouver dans l'hypothèse où un repreneur externe va se trouver candidat à la reprise, ou au contraire des cadres qui sont déjà dans l'entreprise que le repreneur voudra voir lui succéder. Ça, c'est intéressant, Christophe, parce qu'en effet, peut-être que les cessions d'entreprise auxquelles ont affaire les notaires ne sont pas représentatives du marché de la cession d'entreprise en France. Effectivement, Thomas, au plan national, l'essentiel des mutations d'entreprise se font par voie de cession à des tiers. C'est les transmissions intrafamiliales, c'est 15% des transmissions globales. Donc, mais c'est pas surprenant que les notaires traitent davantage de transmission intrafamiliale compte tenu de leur rôle de conseil global à la de fois la famille, surtout, voilà, en au effet. chef de famille et au chef d'entreprise. Effectivement, le notaire n'est pas forcément identifié comme étant l'interlocuteur qui pourrait accompagner une cession de l'entreprise. Effectivement, on l'identifie plus comme étant de l'accompagnant familial et pas l'accompagnant spécifique pour l'entreprise, qui est peut-être dommage. Et oui. Parfois épaulé par une OFI d'ailleurs, et c'est la raison aussi de ce rapprochement entre vous deux pour traiter de ce sujet. Alors, si le cas se présente, je suis chef d'entreprise, je souhaite céder à des tiers, ou je suis repreneur, je souhaite racheter une entreprise, comment ça se passe? Comment on procède?
La première démarche, c'est peut-être de faire comprendre à l'entrepreneur que ce beau bébé auquel il a donné naissance vaut sans doute quelque chose de très très important, mais peut-être pas autant qu'il l'imaginait. Et ça c'est compliqué de faire atterrir le chef d'entreprise en se disant voilà, c'est pas forcément Google la valorisation. Forcément, tout comme dans le cas d'une cession d'immeuble, on s'attend toujours à une contrepartie qui soit très importante. Elle n'est peut-être pas tout à fait celle auquel on va parvenir. Voilà, et puis il faut surtout lui faire comprendre qu'un acquéreur potentiel, il est prêt à payer le travail accompli, pas celui qui reste à opérer. Donc s'il y a des plus-values, une valorisation à venir de l'entreprise, ce travail qui reste à faire, l'acquéreur ne va pas le payer. Bon, on a parlé en première partie de la famille. Bon, là, on cède à un tiers, mais il ne faut pas complètement occulter la famille. Parfois, on a des héritiers qui ne souhaitent pas reprendre, mais on peut les inclure dans le paysage. Comment on fait ? On peut s'inclure dans le paysage dans la mesure où effectivement l'opération peut s'accompagner de préalables, de donations de titres qui vont permettre à des enfants, à des membres de la famille de retirer de l'entreprise, une fois celle-ci cédée, la contrepartie sans que pour autant le coût fiscal vienne obérer le produit que toucherait l'entrepreneur. Évidemment, s'il cède ses titres proprement et simplement, il aura de la plus-value, alors que si au préalable il a eu la bonne idée de faire donation à un ou plusieurs de ses enfants, il éludera ou il fera disparaître ses plus-values. On a évoqué le pacte du trade dans la première partie de ce club. Est-ce qu'il y a l'équivalent quand on cède à un tiers ou est-ce qu'il y a des mesures Non, parce que je dirais la contrepartie du pacte du trade, c'est un engagement de conservation. Là, on va se situer dans une perspective de cession. Donc, les titres ne vont pas être conservés. En revanche, comme le dit très bien Maître Huberland, on peut tout à fait optimiser en réalisant des donations préalables. Encore faut-il que le chef d'entreprise cédant soit sécurisé sur le processus. Le processus, c'est d'abord un engagement de confidentialité, une lettre d'intention de la part de l'acquéreur, un protocole de cession sous conditions suspensives et puis un acte de cession définitif. Donc, si on envisage des opérations de transmission aux enfants avant la cession, faut bien respecter ce timing, que la donation intervienne bien avant la vente, et puis que derrière, le chef d'entreprise respecte l'esprit de la donation, ce qu'on appelle l'intention libérale, et qu'il ne cherche pas à se réapproprier ce qu'il a transmis. Donc ça, c'est très très important pour éviter de se situer, compte tenu des optimisations fiscales induites, dans le périmètre de l'abus de droit. Oui, sur l'abus de droit ? Non, plus précisément sur le point qu'évoquait Christophe Elef, il me paraît important de rappeler qu'il n'y a pas un schéma de cession, indépendamment de ces actes préalables qui sont de toute façon incontournables, mais on a autant de situations de cession qu'on a de clients. Autrement dit, les préalables financiers, patrimoniaux de l'entrepreneur vont être essentiels, et de là vont s'enchaîner les dispositions qui vont être prises. On est vraiment sur du sur-mesure. Est-ce que quand on cède à un tiers, il faut s'y prendre peut-être encore plus à l'avance que quand c'est dans un cadre familial où on imagine les enfants ont été baignés par l'histoire de l'entreprise de la PME familiale? Ça s'anticipe au moins à horizon 2-3 ans, déjà pour présenter des comptes, si je puis dire, propres, qui reflètent bien l'image de l'entreprise. Il y a pas mal de situations particulières, notamment dans le cadre de PME, PMI familiales, des dirigeants qui se rémunèrent pas normalement, donc il convient d'anticiper tout ça. Pour régulariser la vitesse de croisière. Et puis il peut y avoir des opérations de restructuration préalables à la cession. L'acquéreur peut ne pas être intéressé, en tout cas pas immédiatement, par l'immobilier d'entreprise. S'il figure à l'actif du bilan, il faut déjà le sortir. Il y a plusieurs techniques qui peuvent être envisagées, mais tout ça s'anticipe. Et ça peut prendre plusieurs exercices avant que l'entreprise soit conforme à ce que souhaite acquérir la contrepartie potentielle. Maître, est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête quand on parle de cession à des tiers que vous avez accompagné ? Exemple à proprement parler, oui, c'est l'exemple du dirigeant sans enfant en situation de reprendre. Effectivement, on peut avoir des enfants qui s'estiment compétents, voire qui ont travaillé dans l'entreprise, mais qui n'ont pas la nature du dirigeant, la capacité de décision. Effectivement, la décision n'est pas facile à prendre, mais ce dirigeant va expliquer, après qu'on l'ait convaincu de la pertinence de son raisonnement, qu'il faut rechercher une contrepartie ailleurs, tout en ménageant éventuellement une porte de sortie
honorable pour ceux qui auraient pu avoir vocation à lui succéder. Et ensuite, on va l'accompagner dans le schéma qu'évoquait Christophe Hellès pour céder son entreprise. Mais je pense à un autre exemple qui m'avait beaucoup intéressé, un dirigeant sans famille qui souhaitait permettre à ses cadres de racheter. Effectivement, c'est aussi un point qu'il ne faut pas oublier. On a des capacités près de soi, des gens qui ont montré leur talent tout au long de la vie de l'entreprise. Les oublier au moment où effectivement cette entreprise doit être reprise, ça serait un peu dommage et ça risque d'entraîner des difficultés pour l'entreprise à l'avenir. Bon. En conclusion, Christophe, quel conseil vous donneriez à ceux qui écoutent cette émission et qui sont peut-être dans cette situation? Eh bien, d'aller rencontrer leur notaire, parce que, encore une fois, ça s'anticipe, ça se prépare, et au-delà de la vente même de l'entreprise, il y a plein d'incidences patrimoniales qui nécessitent d'être mûrement réfléchies. Il y a des simulations de fiscalité à réaliser, tant en termes de plus-value que de droits de succession à terme, et peut-être des optimisations envisagées en anticipant la transmission notamment. Maître, un mot de conclusion? Je dirais qu'il faudrait, au sens vrai du thème, désacraliser la notion d'entreprise, se dire que c'est un actif comme un autre, que ça fait partie du domaine de compétence du notaire. Il faut avoir une attitude volontaire à l'égard de l'entrepreneur, d'accompagnement de celui-ci, et ainsi on aura quelque chose qui permettra non seulement la survie de l'entreprise, beaucoup d'entreprises disparaissent à l'occasion de la disparition de leurs dirigeants, voire de développement de cette entreprise. Par les temps qui courent, c'est essentiel. Oui, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Merci à tous les deux d'avoir éclairé nos lanternes sur ce sujet. Merci à vous pour votre fidélité. Ainsi s'achève le 2e numéro du Nophile Club. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. À bientôt.